Les espèces éteintes, c'est pas en millions qu'elles se comptent, mais en dizaines de milliards. Revenons plutôt chez les vivants. Il nous reste encore quelques cousins à découvrir. À moins 700 millions d'années, on atteint la limite de ce qu'on a l'habitude d'appeler le règne animal. Les systématiciens, eux, préfèrent parler de métazoaires. Je suis un métazoaire, comme l'éponge à crevettes, parce que je suis un organisme pluricellulaire mobile. C'est-à-dire que je suis composé de plusieurs cellules et que je bouge. Tout de suite après, voilà des cousins beaucoup moins agités qu'on a pris l'habitude de regrouper sous le terme de végétaux. Alors c'est vrai, ils ont fait des choix de vie, différents. Et pourtant, je suis un eucaryote comme eux, comme le romarin, comme le séquoia géant et comme le géranium. Bon, je reconnais qu'entre lui et moi, la ressemblance n'est pas frappante. Il faut dire que notre ancêtre commun vivait il y a 1 milliard d'années, mais avec un bon microscope, il y a quand même un air de famille. Là, à droite, c'est la cellule du géranium. À gauche, c'est moi. Enfin, les cellules de mon épiderme. Leurs formes sont différentes, mais leurs structures sont les mêmes, avec ce compartiment spécial où est enfermé l'ADN, le noyau. C'est cette invention, le noyau, qui est l'innovation partagée des eucaryotes. Elle est commune aux animaux, aux végétaux, mais aussi à tout un tas d'organismes qui ne sont ni l'un ni l'autre. Des cousins composés d'une cellule unique, les unicellulaires. Autrefois, tous les êtres vivants étaient rattachés soit au règne animal, soit au règne végétal. Et les unicellulaires n'échappaient pas à la règle. Les diatomées étaient végétales, comme la betterave, les paramécies, animales, comme la girafe. Aujourd'hui, on pense que les unicellulaires ne sont ni l'un ni l'autre. La branche des eucaryotes, c'est l'une des 3 branches maîtresses de l'arbre du vivant. Elle inclut les animaux, ici, les végétaux, là, et là-bas, une partie des unicellulaires, ceux qui ont un noyau. Ceux qui n'en ont pas, ils sont dans cette autre branche, celle des bactéries. Les scientifiques en ont identifié 10 000 espèces, mais il y en aurait plusieurs millions. On leur doit la coqueluche et le choléra, d'accord. Mais pas seulement. Sans bactéries, pas d'azote pour les plantes, ni de digestion chez les animaux, bref, pas de vie sur Terre. Et pas d'Homo sapiens. Alors, vous allez me dire, il reste une 3e branche. On ignorait son existence il y a encore 30 ans. Elle est peuplée d'unicellulaires qu'on appelle les archées. Il y a une centaine d'espèces connues, mais là encore, il en reste probablement des millions à découvrir. Dans notre laboratoire, on travaille sur plusieurs types d'archées, dont Pyrococcus abyssini. C'est une archée qui a été découverte dans les fonds océaniques. Elle est très particulière puisqu'elle est thermophile, c'est-à-dire qu'elle vit dans des conditions de haute température, de 85 degrés Celsius. Et en plus, elle vit dans un environnement qui est dépourvu en oxygène. Et donc là, on est dans des conditions parfaites pour pouvoir faire pousser notre archée. Donc après une nuit de culture, eh bien, on a nos archées qui ont poussé et donc ont troublé le milieu. On peut le voir ici. Donc là, je suis en train de déposer Pyrococcus abyssini donc, sur une lame de microscopie, qui est une lame spéciale. C'est une lame de Thomas qui permet en fait de compter le nombre de cellules. Et donc ça va nous permettre de visualiser directement en microscopie optique Pyrococcus abyssini.
À partir de cet archet, on s'est intéressé plus particulièrement à une protéine. Alors cette protéine, elle s'appelle KE1. C'est une protéine particulière puisque c'est une protéine universelle. Alors universelle parce qu'en fait, elle est retrouvée chez toutes les espèces du vivant pratiquement. Eh bien, ça veut dire que la fonction qu'elle porte, elle, est très importante dans la cellule. Donc en fait, étudier cette protéine universelle chez les archées, eh bien, ça peut nous donner des indices, par exemple, au niveau de maladies humaines. À droite, c'est Pyrococcus abyssii, vu au microscope électronique. Cette petite chose ronde et insignifiante, pour qui le soufre est une friandise, et l'oxygène un poison mortel, c'est aussi un cousin. Un cousin assez éloigné, mais un cousin quand même. L'immense famille à laquelle nous appartenons tous les deux a pour une fois un nom simple. Je suis un être vivant comme Pyrococcus, parce que nous possédons tous les deux le même code génétique et des protéines identiques. Ce qui est vraiment fascinant pour les biochimistes, les biologistes moléculaires qui ont étudié le vivant depuis maintenant quelques dizaines d'années, c'est de s'apercevoir que tous les organismes actuels sont constitués des mêmes composants. En fait, les bactéries et maintenant les archées ont, comme nous, de l'ADN, des gènes avec les mêmes bases dans l'ADN, les fameuses 4 lettres ATGC. Et puis tous les organismes actuels sont composés des mêmes protéines avec les mêmes 20 acides aminés. L'existence de ces protéines universelles a permis, par exemple, à un groupe de chercheurs américains d'utiliser ces protéines pour construire un arbre universel, pour déterminer les relations de parenté entre tous les organismes. Et ils sont tombés sur un arbre avec les 3 grandes lignées, donc la lignée conduisant aux bactéries, la lignée conduisant aux eucaryotes et la lignée conduisant aux archées. Ce qui est fascinant lorsqu'on regarde cet arbre, c'est si on cherche où est l'homme. En fait, l'homme, c'est une petite branche qui se termine ici dans le rouge, chez les eucaryotes, mais tous les animaux correspondraient finalement à une toute petite branche ici à l'extrémité de cet arbre. Les plantes également sont situées ici sur une autre branche allant aux eucaryotes. Donc on voit vraiment, et ça traduit la réalité, on voit vraiment que on a l'impression que les animaux et les végétaux représentent la plus grande part de la biodiversité, mais ce sont vraiment les micro-organismes qui constituent l'immense majorité de la biosphère. La plupart de mes cousins seraient donc invisibles à l'œil nu. Mais qu'à cela ne tienne, il reste encore un personnage dont on n'a pas parlé. Pour le rencontrer, c'est facile. Il faut se diriger tout droit vers le centre de l'arbre. Tous les êtres vivants, donc bactéries, archées, eucaryotes, font partie de la même famille. Ça veut dire très clairement, qui dit famille dit ancêtre. Clairement, tous les êtres vivants actuels descendent d'un ancêtre commun. Nous avons tous un même ancêtre. Nous sommes tous frères et sœurs. Alors, cet ancêtre, les scientifiques aujourd'hui lui ont donné un petit nom. Ils l'appellent LUCA. LUCA, c'est un acronyme. Ça vient de l'anglais Last Universal Common Ancestor, donc le dernier ancêtre commun à tous les êtres vivants, à partir duquel ont divergé les 3 lignées archées, eucaryotes et bactéries. Ce qui est certain, c'est que LUCA ne devait pas être seul à son époque. Ce n'est pas la première cellule, ce n'était pas non plus un individu isolé. À cette époque, il devait y avoir beaucoup d'autres lignées qui existaient sur la planète, simplement elles n'ont pas donné de descendants. Tous les descendants des autres lignées cellulaires ont disparu, ont été éliminés par les descendants de LUCA.